Alors, les pays européens alliés de l'Ukraine et les émissaires américains, deux émissaires américains, se retrouvent aujourd'hui à Paris pour un sommet qui vise à afficher leur, je cite, convergence sur les garanties de sécurité à fournir à Kiev et préciser les contours d'une force multinationale en cas d'accord de cessez-le-feu avec Moscou, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. On y reviendra. Xenia Fedorova, comment c'est vu en Russie que les Américains participent à cette coalition des volontaires? Vous savez, il y a beaucoup de, comment dire, patience, en fait, parce que tout ce qui est discuté entre les Américains et les Européens, ça joue aucun rôle jusqu'à le moment où c'est discuté et avec la Russie. Parce que ils peuvent, par exemple, aujourd'hui, signer un document pour l'après, pour la situation s'il y a un accord de paix. Mais si Oui, c'est parce que en fait, c'est la deuxième étape là, qui est en train d'être vue. Exactement. Mais je pense, en fait, du côté de la Russie, on n'est pas encore même dans les premières étapes parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires sur plusieurs points. Notamment les concessions territoriales. Exactement. Et en fait, parler de ce qui va arriver après, on peut le faire, mais sans l'accord de la Russie, c'est assez inutile, en fait. Et si, j'imagine que l'idée des Européens de sécuriser une présence de forces européennes sur les terrains en Ukraine, ça peut être un obstacle pour la paix, parce que pour la Russie, la présence de forces de pays de l'OTAN, c'est normalement pas acceptable. C'était toujours une ligne rouge. Donc, je pense qu'officiellement, la Russie attend de voir l'explication claire de la part pas des Européens, mais des Américains. Et après, on verra. Mais c'est vrai que sans la Russie, sans l'accord de la Russie, il n'y aura pas la paix. Et dans ces cas, la Russie va continuer à avancer militairement, ce qui est toujours le cas chaque jour. Si on regarde petit à petit, la Russie continue d'avancer et reprendre les territoires de Donbass qui ne sont pas encore sous contrôle de la Russie. Alors, si je résume, il y a une expression en français qui dit on a mis la charrue avant les bœufs. C'est à peu près ça pour vous? Je pense que oui, ça peut être vu comme ça. Après, c'est important d'avoir ce genre de réunion parce qu'en moi, il y a un développement. Mais c'est compliqué à commenter sans se voir exactement. Il s'agit de quoi, de quel document. Donc on verra bien aujourd'hui. Steve Witkoff est connu pour sa position assez objective sur les conflits. En tous les cas, elle est vue et perçue en Russie comme quelqu'un qui est forte et un bon négociateur. Donc je pense que la position de la Russie, il la garde en tête aussi. Après, on verra. On a déjà vu malheureusement les situations où on était très proche de la paix et à un moment, il y a eu des points inacceptables et en fait, c'était un pas derrière. Donc j'espère bien que ça ne sera pas le cas. 2026, Sébastien Ligné, vous y croyez pour cette paix? Vous avez une moue sceptique? Non, mais enfin, je suis pas Nostradamus, je vais pas faire des grandes prédictions qui vont me retomber dessus dans quelques mois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit au Venezuela et sur l'Amérique latine peut être une des conséquences de l'avenir de l'Ukraine. Si, comme on Mais le c'est lié comprend, finalement. si, comme on le comprend, Donald Trump réactive la doctrine Monroe ou la doctrine Donroe maintenant comme il l'appelle et il se concentre avant tout sur les sphères d'influence proches et voisines des États-Unis et de l'Iran, peut-être que l'Ukraine va être le grand sacrifié de cette histoire et peut-être que la patience de Donald Trump sur le conflit ukrainien va s'épuiser très rapidement. On sait déjà qu'il est très agacé par ce conflit, il est très agacé par le manque d'avancée dans les négociations, parfois par l'attitude de Volodymyr Zelensky, souvent par l'attitude des Européens. Et Xenia a très justement rappelé que la position des Européens crispe beaucoup de parties dans ce conflit. Et donc peut-être que le conflit au Venezuela et donc la réactivation de la doctrine Monroe va faire que la paix en Ukraine s'enlise et que la patience de Donald Trump s'écoule et que finalement Donald Trump se détourne un petit peu de l'Ukraine et qu'ils disent finalement bon, on va laisser se débrouiller parce que ça n'avance pas. Il faut quand même se rappeler que la population américaine va être très importante sur cette question-là. Donald Trump a été en partie élu sur un non-interventionnisme et la fin de tous les conflits qui engageaient les Américains. Il avait promis que la guerre en Ukraine pourrait être résoute en 48 heures. Ça va faire maintenant 1 an qu'il est au pouvoir. On n'y est pas encore. Il faut aussi savoir que sur le conflit vénézuélien, et en tout cas la capture de Maduro, la population américaine est extrêmement divisée sur cette question. Même le camp MAGA,
qui est majoritairement d'accord avec Donald Trump, mais il y a une partie, notamment la base trumpiste, qui est en désaccord avec cette idée, parce que la base trumpiste est très non-interventionniste. Et ils ont envie que l'Amérique en termine avec ces conflits. Et donc, on approche de l'élection des mi-termes, du mi-mandat américain en novembre prochain, et ça va être très important. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que Donald Trump va vouloir absolument, très très rapidement, mettre fin à ce conflit pour pouvoir donner un gage à son électorat d'ici les mi-termes, en disant, regardez, j'en ai enfin terminé avec le conflit ukrainien, et d'une certaine manière, vous pouvez me laisser faire ma petite tambouille en Amérique latine. S'il n'arrive pas à mettre fin au conflit d'ici les mi-termes, ça peut très bien s'enliser dans les prochaines années, et ce sera dramatique pour l'Ukraine. Oui, absolument, et je voulais juste ajouter que en fait, Donald Trump n'arrête pas de dire que si c'était pas lui le président, cette guerre n'a jamais été commencée. Sous Biden, c'était une guerre des procurations. C'était une guerre que les États-Unis sont utilisés, en fait, déstabiliser déjà cette région pour affaiblir la Russie. Et en fait, c'est comme ça, c'est vu. Donc, pour moi, l'Ukraine est déjà sacrifiée à cause des intérêts des États-Unis avant Trump, on peut dire sous Biden, et cette guerre qui n'a pas commencé en 2022, mais commencé en 2014 avec les bombardements de Donbass, des russophones, etc. Je pense que c'est très important de dire que, et je suis d'accord, les électeurs de Trump, pas tous veulent absolument que cette guerre continue. Il y a les gens qui veulent que ça continue, surtout le complexe militaire industriel, le lobby militaire, mais les gens en général, non. Et il ne faut pas oublier le sénateur américain, Lindsey Graham, qui dit c'est la meilleure façon d'investir nos argents et jusqu'à dernier Ukrainien. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, malheureusement. Et parallèlement, donc, Poutine a répété ces dernières semaines que la Russie atteindrait ses objectifs en Ukraine par la voie des négociations ou par celle des armes, vous l'avez dit, la Russie qui continue de grignoter du territoire. Et le Kremlin a fait connaître son intention de durcir sa position parce que le Kremlin a accusé l'Ukraine d'avoir voulu viser avec des drones une résidence de Vladimir Poutine, ce que Kiev dément. Écoutez, Donald Trump qui a affirmé ne pas croire que l'Ukraine ait visé cette résidence de Vladimir Poutine il y a une dizaine de jours à peu près. Vous avez dit que vous seriez vraiment très en colère contre Zelensky s'il était celui qui avait mené cette frappe. Je ne pense pas que cette frappe ait eu lieu. Vladimir Poutine vous a dit lors d'un coup de fil que cette frappe a eu lieu et vous aviez dit que vous le croyez. Il s'est passé quelque chose près de la résidence, mais il n'y a pas de rapport. Pourquoi avez-vous cru Vladimir Poutine alors ? Car personne ne savait à ce moment-là, et il était le premier à m'en parler et à me dire que sa résidence avait été attaquée. Nous ne croyons pas que cela s'est passé. Alors, comment vous analysez cette séquence, Xenia Fedorova ? Moi, je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour la Russie de prétendre qu'il y a eu une attaque qui n'a pas eu lieu. Il y a eu plus que 90 drones qui étaient lancés dans cette direction. Je pense que les preuves que la Russie a montrées suffisamment. Après, c'est les CIA qui a convaincu Trump que ce n'était pas le cas. Les CIA est connu en fait pour les rapports assez intéressants dans le passé. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, tout le monde dit que Nord Stream, c'était les Russes qui l'ont explosé. Après, on a appris que c'était les Ukrainiens. Il y a eu plein de situations où, en fait, la vérité surfaçait un peu plus tard. Mais je pense qu'encore une fois, si on regarde les logiques, il n'y a aucun intérêt parce que la Russie n'a pas besoin de durcir la position, elle peut juste continuer d'avancer sans vraiment accepter les points qui sont proposés par c'est le Kremlin qui l'a dit, là, c'est pas... Oui, mais en tout cas, l'enquête est en cours pour savoir d'où venaient ces drones. Le Kremlin est obligé de réagir sur cette attaque, évidemment, que c'était une communication importante. Mais après... pour moi, je pense que jusqu'à il y a des preuves et les preuves sont suffisantes. Il n'y a pas de question sur ces sujets. L'enquête continue. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, les enfants d'Europe 1, Ambline Roche qui prend le relais jusqu'à 15h. On se retrouve demain, nous, à partir de 13h à 14h. Très bon après-midi à vous tous sur Europe 1. C'était Clélie Mathias sur Europe 1.